passage d'un centre enfant à un établissement adulte s'est passé progressivement. 1 an avant mon passage à la vie adulte, j'ai quitté le pôle classe pour me diriger vers un groupe éducatif afin de me préparer à mon futur départ. En amont, j'ai effectué plusieurs visites à la maison d'accueil spécialisée avec mon éducateur et mes parents avant de décider si c'était vraiment le bon établissement pour moi. En amont de mon entrée à la maison d'accueil, j'y venais chaque lundi après-midi pour faire une intégration en douceur. Mes craintes étaient de me sentir délaissé, de ne pas savoir quoi faire de mes journées. Je craignais de quitter un environnement que je connaissais sur le bout des doigts. Mes plus grosses préoccupations à l'approche de ma majorité étaient le fait que j'allais avoir une mesure de protection pas toujours facile d'accepter, de n'être pas toujours libre de ses propres décisions. Le nouveau mode de vie que j'allais découvrir dans mon nouvel établissement, quitter le personnel qui s'occupait de moi depuis mon enfance, me perturbait aussi. À cette époque-là, je ne pensais pas du tout à l'autodétermination. Mes parents et moi étions au cœur du projet du changement d'établissement. Mon nouvel établissement a tenu compte de mes habitudes de vie. Celui-ci a accueilli mes rééducateurs et mes accompagnateurs pour avoir toutes les informations concernant ma situation. Le fonctionnement du centre enfant fait qu'il y avait un nombre limité de personnes soignantes qui m'accompagnaient pendant mes soins de nursing. En effet, chaque enfant était dans un groupe où il y avait toujours les mêmes personnes soignantes tout au long de l'année. Nous avions pris l'habitude de dévoiler notre intimité à seulement 4 ou 5 personnes pour nous mettre aux toilettes, ce qui m'allait très bien puisque je voulais préserver mon intimité. Enfant, le personnel soignant ne s'occupait pas de ma douche, c'est ma mère qui le faisait, parce que je rentrais tous les soirs chez mes parents. À mon adolescence, je passais la semaine à l'internat. Une fois de plus, il n'y avait qu'une personne pendant un semestre qui m'accompagnait à la douche, ce qui me confortait dans mon idée de me montrer nu à très peu de gens à la fois. En arrivant à la maison d'accueil spécialisée, toute habitude et mes repères ont disparu. Il n'y avait plus ce rituel où je savais qui allait arriver pour s'occuper de moi. Le choc était radical. N'importe quel soignant pouvait arriver pour me mettre aux toilettes, ou aussi me lever pour aller à la douche, ce qui me perturbait de devoir laisser tout ce monde s'occuper de mon corps. Il m'a fallu un temps d'adaptation. Ça peut être aussi une personne différente entre les moments que celle-ci me lève pour m'installer aux toilettes et entre les moments où quelqu'un m'accompagne à la douche. J'ai dû, en quelque sorte, mettre ma pudeur de côté. Vous évoquiez tout à l'heure quelque chose, vous dites aujourd'hui, voilà, il arrive à un âge, il a 17 ans, on est avec un jeune adulte, avec des envies, etc. Vous, ou votre mari, vous le voyez grandir, vous le voyez vieillir, vous le voyez aller vers cet âge adulte que tout le monde évoque? Alors, physiquement, on le voit. Ouais. Alors, même s'il a encore des protections, il y a des choses qu'il fait, Anthony, où on se dit « Ah, ouais, mais là, ouais, il grandit. » Voilà. Non, mais sinon, non, parce qu'il a encore des couches, parce que je le vois pas du tout dans son développement me dire « Ouais, quand on va nous dire « Ah, l'année prochaine, Anthony fête ses 18 ans. » Ouais, enfin, voilà, je réponds à cette question. Enfin, 18 ans, peut-être majeur, mais il va pas être autonome, il va jamais être autonome, ça va pas être un grand. Enfin, il sera toujours avec ses problématiques, quoi. Donc peut-être 18 ans, mais non. On le voit parce que avec le papa, on a décidé que quand le papa est là, c'est le papa qui change Anthony. Parce qu'Anthony, c'est un jeune homme, et que peut-être que se faire changer par moment, c'est peut-être pas non plus très agréable. Voilà, faire une petite toilette aussi, c'est pas non plus... on laisse papa faire. Papa est très très présent dans ce duo, dans cette unité qu'il y a là. Et on voit des fois quand il se couche et qu'il commence à se déshabiller, à faire un déhanché pour enlever sa protection, ou pour se gratter. Hein. Et puis toutes les nuits, Anthony, on lève sa couche et voilà. Donc là, on se dit, ah là, il se passe des choses d'ado, mais comment je fais, moi, pour... comment on réagit, comment on fait pour l'aider, comment on fait pour ce passage-là, alors que finalement, en fait, c'est paradoxal, il y a des choses qui se
fond, mais ça colle pas avec son développement. En fait, c'est un petit peu bizarre, ouais. Mais on essaie de le comprendre, donc on lui propose des choses, mais c'est pas évident de juste doser, en fait, où il se situe vraiment, parce que dans sa compréhension et dans tout le reste, il y a un décalage, ouais. C'est une recherche constante, on est tout le temps en train de tâtonner, de chercher les besoins et où il se situe et sa compréhension. Et quelle réaction il peut avoir par rapport à ça. En fait, on est tout le temps en train de chercher. Après, je sais pas s'il y a un âge idéal, je pense que ça dépend aussi de chacun, du parcours qu'il a, depuis quand il est dans l'institution. Moi aujourd'hui par exemple j'ai des ados, je pense à 2 ados qui ont 17 ans, donc pas tout à fait en bout de course à Clinchat, mais qui sont arrivés chez nous à l'âge de 3 ans. Et je trouve déjà que le temps est un peu long finalement, et qu'il aurait fallu vivre des changements avant ça. Enfin je veux dire un enfant ordinaire, il va à la maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, c'est déjà des rites de passage. Un jeune quand il arrive à Clinchat, entre 3 et 20 ans, des rites de passage, il n'y en a pas beaucoup quoi. Donc moi je trouve qu'il faudrait même déjà avoir des changements dans le secteur enfant. Et que peut-être le passage en secteur adulte se vivrait bien mieux et pour les jeunes et pour les familles. Mais du coup, vous ne fonctionnez pas forcément par groupe ou par... Si. Et à l'intérieur de ces groupes-là, est-ce que du coup vous proposez des activités spécifiques? Ouais. Je pense par exemple entre autres à la vie intime, à l'exploration sensorielle peut-être de leur corps, au changement lié à la puberté, etc. Comment vous abordez ça? Sous quelle forme? Est-ce que vous avez été formé? Oui, toi tu as été formé. Alors on a été formés, oui, et puis après c'est fonction du jeune. Et c'est des réflexions en équipe par rapport à certains jeunes, s'il y a des comportements qui posent question. Donc on va discuter entre nous, on va essayer de préserver certains espaces pour que le jeune puisse, lui, se sentir dans sa bulle et dans son monde. Voilà, on essaye d'adapter, mais c'est fonction des enfants et des adolescents qu'on a. Après, il n'y en a pas tant que ça qui, pour l'instant... Enfin, si, sur votre groupe, peut-être un peu plus. Ouais. Mais c'est vrai que après moi je travaille sur des groupes un peu plus jeunes, 13, 14, 15 ans, et c'est pas encore tout à fait dans leur... ils ont déjà d'abord à prendre conscience de ce qui se passe autour, ils sont pas vraiment dans cette relation à l'autre, dans cette vie intime. Et si deux grands ados ou deux jeunes adultes se rapprochent dans votre groupe, vous réagissez comment? Bon. Alors ça arrive, ce qui est très compliqué, moi je trouve, quand on accueille des jeunes en situation de polyhandicap, c'est la notion de consentement déjà. Et puis autour de l'accompagnement à la sexualité, il y a quelque chose encore de très sensoriel, de très archaïque. Donc on essaye de préserver l'intimité de chacun, de travailler le consentement, mais en général ça reste quand même très tourné vers soi-même encore chez nous, quoi. Administratif, j'ai entendu qu'Andas, en tout cas les équipes, vous avez bien soutenu, accompagné, etc. Sur des questions de l'ordre de la vie amoureuse, relationnelle, etc., c'est des sujets que vous avez pu aborder avec votre fils, ou est-ce qu'il y a un sujet autour de ça? Comment vous le percevez, vous, de votre côté? Bon, je sais pas si on a déjà trop abordé le sujet avec lui. Il a eu une période où il était un peu in love d'une copine de Guillaume, son grand frère, qui jouait au handball. Elle s'appelle Gervaise. Il était vraiment béat et admiratif de mon Gervaise. Faustine aussi. Avec Faustine aussi, la fille d'amis à nous, oui, on se sentait bien. Voilà. Là, après, Maxime, c'est vrai qu'il aime bien quand je vois le matin, quand le SIAD, c'est une petite jeune, on va dire, qui vient, on voit qu'il aime bien, il apprécie que ce soit... Après, je sais pas si... Bon, on n'a jamais évoqué le sujet frontalement.
Vous, aujourd'hui, comment vous définissez cette relation? C'est quoi pour vous, Marc? C'est qui pour vous? Mon copain. Est-ce que c'est un amoureux ou c'est un copain comme tout le monde? Un amoureux. Un amoureux. Et qu'est-ce que vous faites alors? Pourquoi tu dis c'est ton amoureux? Non. Pourquoi tu dis c'est ton amoureux? Il est attaché à moi comme Oui. tout. Oui. Et qu'est-ce que vous faites encore? On regarde la messe ou ça dépend de lui. Et dans le couloir, qu'est-ce que vous faites des fois? Tu peux le dire. Ça reste entre nous, nous et la caméra. Personne ne le saura. Qu'est-ce que vous faites dans le couloir des fois devant le grand radiateur? Dis-le. Voilà, timide. Vous avez des petits moments à vous. Ouais. Et c'est facile d'avoir des petits moments à vous, parce que j'ai vu que vous n'étiez pas sur le même groupe, que vous vous croisiez pas forcément tout le temps, que c'est un établissement, donc on partage la vie avec plein d'autres mondes. Est-ce que c'est facile de vous retrouver tous les deux quand Ouais. vous en avez envie? Ouais. Et Ouais. comment vous faites alors? Vous avez vos petites astuces? Ouais. Comment tu fais? Comment tu fais pour te retrouver avec Marc? De ce côté-là, je trouve qu'au niveau des professionnels, ils font quand même beaucoup. Par exemple, je crois que ils ont défini un planning où ils peuvent manger ensemble. Je crois le mercredi soir, tu manges avec Marc, hein, c'est ça? Attends, il y a... Quand Mohamed, je crois, n'est pas là, Ouais. tu manges avec un orchidée. Ou des fois le week-end, elle peut manger là-bas le soir, ou Marc il vient manger. Chez vous, à Coquelicot, hein, je trouve ça c'est bien qu'ils essaient quand même de privilégier un petit peu cette oui. relation. Quand il... Mais parle, Mélanie, tu as le droit de dire. Non. Il me dit qui veut, Mélanie. Tu peux accompagner Marc dans la chambre à lui. Comme ça, il passe et on pourra le mettre au lit. Le soir aussi, hein, quand elle mange là-bas, elle a le droit d'aller dans sa chambre, de regarder la télé avec lui. On va patienter. Ou patienter un petit peu. Ouais. Ouais. Bon, là, j'ai été surprise parce qu'elle a dit, l'autre jour, quand elle est rentrée, elle a dit, tu sais, maman, j'étais chez Lorraine pour préparer le projet individuel. Et maintenant, j'ai demandé si je peux dormir avec Marc. Alors, je dis, tu veux dormir avec Marc? Oh non. Ça aussi, c'est pour les parents, je veux dire, pour un enfant valide, enfin pour un jeune valide, c'est ce qu'il y a de plus naturel, mais là, on se dit, oups. Du coup, vous en pensez quoi, vous? Après, je me dis, oui, bon, c'est... Voilà, c'est comme ça, si elle a envie de dormir avec lui, enfin de dormir dans la même chambre, pourquoi pas? Mais c'est pas évident, c'est pas facile à accepter malgré tout, parce que c'est quand même encore ma petite fille. Hein? Vous venez d'évoquer les besoins d'adultes. Vous y metteriez quoi, par exemple, comme besoin d'adultes? Tous. Culturels, d'échange, de niveau de langage, d'activité, sensoriel, sexuel, tous les besoins qui peuvent être liés à ce qu'on a tous vécu, c'est-à-dire une puberté, des désirs, la découverte de notre propre corps, pourquoi pas la découverte du corps des autres. Donc c'est tout un questionnement qui fait que oui, c'est le passage à l'âge adulte. C'est des questions qu'on se pose depuis longtemps, nous, dans la cellule familiale. On échange beaucoup ici avec les différents intervenants. Comment dire ça? On sait que le sentiment ou l'envie ou les hormones font qu'il y est.
Est-il en capacité de se satisfaire? Il semblerait que plutôt oui. Est-ce qu'on lui laisse le moment? Oui, aussi. Est-ce qu'on doit aller plus loin? Est-ce qu'on doit lui apporter d'autres solutions vis-à-vis de gens qui pourraient l'assister dans une sexualité ou dans une sensorialité? On se pose la question, est-ce qu'on n'ouvrirait pas quelque chose qui serait une frustration plus qu'un plaisir? Enfin, tout ça est très complexe. Le sentiment amoureux, tout du moins, comment ça? On sait qu'il tombe amoureux. Moi, je sais et je sens qu'il peut tomber amoureux. Pardon. Est-ce que je dois l'aider? Je ne sais pas. Est-ce que c'est plus dur de ne pas savoir ou est-ce que c'est plus dur de savoir et de ne pas pouvoir? Je ne sais pas. Et est-ce que votre réflexion, vous l'avez construite au travers pareil, de formation, de comment vous avez fait un petit peu pour justement monter ces groupes autour de la vie intime et sexuelle avec ces jeunes publics? Voilà, quelles sont vos références un petit peu? Ou alors est-ce que c'est juste au travers de votre observation et une recherche personnelle que vous avez construit Alors moi j'ai la formation... Alors j'ai fait une formation en 98, c'était pour accompagner justement les personnes. Après j'ai fait une autre par rapport au foyer de vie. Alors c'est vrai que c'est pas du tout la même chose par rapport à ici, mais il y a des petits axes qu'on peut retrouver. Donc il y a des thèmes aussi qu'on peut développer. Tout ce qui est autour du corps, tout ce qui est sensoriel. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut remettre en lien. Et puis après, c'est aussi les observations qu'on fait et puis nos échanges qu'on a entre nous, parce que c'est hyper important de pouvoir en discuter, parce que souvent on peut se retrouver un petit peu seul avec des situations où on ne va pas savoir comment réagir. On n'est pas à l'aise, quoi, déjà. Voilà. Si j'allais dire, tout le monde n'a pas de formation. Enfin, moi, je ne suis pas formée. Ouais, non, mais c'est pour ça que après, je dis ça par rapport à moi. Non, puis je veux dire, là, l'activité mise en place, elle a été quand même construite avec donc Valérie, la neuropsychologue, et l'infirmière. Valérie s'est appuyée sur des documents qui sont existants au sein de l'association concernant ces sujets-là. Puis l'âge, enfin le HAS, pardon. Donc voilà, en tenir compte aussi, parce qu'il y a des normes qui sont à tenir compte, à développer. Et au niveau de l'association, il y a de nouveau un comité qui s'est mis en place pour justement pouvoir, peut-être dans un futur proche ou loin, je ne sais pas, mais faire un colloque. Voilà. Donc il y a des idées quand même qui émergent au niveau de l'association. Et éventuellement, moi, la question que je me pose, c'est effectivement, vous parliez de sensorialité, mais j'imagine qu'ils ont, enfin, j'ai même pu observer un petit peu, mais ils ont des relations aussi entre eux. Est-ce qu'ici les câlins sont autorisés entre pairs? Est-ce que vous l'avez déjà envisagé? Est-ce qu'ils ont la possibilité de prendre du temps à deux, peut-être dans une pièce à part? Enfin voilà, comment vous envisagez ça, vous construisez ça? C'est pour ça quand j'abordais l'usager qui disait bah voilà, j'aimerais faire l'amour avec quelqu'un, bah, c'est vrai que cette personne a un rapport un peu plus proche avec notre usager. Mais cet autre usager n'a peut-être pas cette notion-là en fait. C'est ça la problématique. Voilà, il y a ça aussi. Il y a ce côté déjà. Moi je veux, mais est-ce que l'autre veut? Et il y a certaines personnes où on ne peut pas avoir l'accord ou le désaccord. Voilà, où s'arrête. Donc après, voilà, il peut quand même faire. On voit qu'il y a des gestes d'amitié, il va chercher la main, il peut rester des heures à côté de lui à lui parler, ou lui mettre la tête dessus. On voit qu'il n'y a pas de repos, etc. Il ne repousse pas, mais en tout cas, c'est on vrai n'a pas eu une demande. Si, du coup, de la part de quelqu'un. Oui, quelqu'un a fait une demande et on lui a expliqué justement peut-être que cette personne n'a pas ces capacités cognitives d'eux, mais il avait fait quand même la demande effectivement si il pouvait s'isoler, avoir un temps. Voilà, mais bon. Après c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce que j'entends, c'est que outre le champ du possible de votre établissement et de la possibilité de l'offrir, c'est surtout cette histoire de consentement. Il y a ça, et puis la question de se poser de, comme on a un accueil de jour, il n'y a pas de lieu propre à eux, en fait. Il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de... Voilà. Donc tout ce qui est respect d'intimité, et puis est-ce que c'est les endroits appropriés pour faire ça, quoi. Donc c'est quasiment l'offre aujourd'hui que représente votre service, c'est-à-dire un accueil de jour, mais peut-être pas forcément propice à
à la vie intime, ou pas forcément autant peut-être que dans votre... Ça peut être quand même... On fait quand même des choses qui sont quand même intéressantes, c'est-à-dire que on a certaines personnes ici qui prennent des douches ou simplement ça. Je sais que certaines personnes avec leurs parents n'ont pas le droit de toucher, de se découvrir. Et ça, on sait qu'en tant que professionnel, on lui permet de le faire du coup plus qu'à la maison parce que on a une relation différente, c'est pas notre enfant. Donc, voilà. Et donc ça, on sait que par rapport à un accueil de jour ou 365, on peut le faire quand même. Il y a des trucs quand même qu'on peut faire et qu'on fait. Mais voilà, on sait qu'il y a des limites. Mais... Bah justement, quelles limites? C'est un peu ça la question. Je suis en train de réfléchir. Des limites, nous, de nos connaissances à nous, la limite de la personne en situation de polyhandicap, on ne sait pas trop sa représentation. On sait on voit par rapport à nos observations lors des soins, on voit qu'il y a une demande parce que c'est notre représentation peut-être. Mais qu'est-ce que nous, on apporte en tant qu'aidant? On apporte à leur laisser le moment de détente lors d'un soin. Mais voilà, on se questionne, mais on ne sait pas. Au niveau de l'institution, c'est vrai qu'on en parle. Hein. On en a parlé pendant des années. Et là, on est resté sur un blanc, je pense. Je sais pas. Parce qu'on n'en parle plus beaucoup. Hein. Ouais, déjà, c'est vrai. C'est complexe. Puis quand on est face à un public dyscommunicant, ça rajoute de des difficultés. Et c'est là tout le jeu de l'autre métier, c'est que du coup, on va passer par des hypothèses, par des peut-être que, par des essais. Par aussi de la communication, c'est là que l'équipe rentre en jeu avec nos différents métiers. Et comme disait Clara, les espaces ressources qui nous sont une grande aide. On a aussi le CRPGE du coup. Et c'est vrai que en fait, je pense que la communication aide beaucoup en se posant des questions. Et surtout, je pense que la chose la plus importante dans notre métier, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est la remise en question. Parce que plus on se remettra en question, un peu on essaiera de chercher des solutions. Et on se questionne énormément sur ce sujet. Ouais. Alors, vous pouvez vous accepter de nous en parler, de nous raconter? Mais bien sûr. Alors, c'était... c'est vrai que quand il est arrivé à la maison, avec mon mari, parce que j'étais encore pas divorcée, donc avec mon mari, on avait des relations de couple. Et je voyais que mon frère, il faisait la tête, il nous regardait, tous les deux. Puis il regardait en bas, donc en bas, je comprenais. Hein. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et puis c'est vrai que quand il était petit, quand on le lavait ou quoi que ce soit, il y avait toujours des érections. Hein. Et donc ma maman, comme Eric était en demande, ma maman le faisait elle-même. Donc quand mon frère est venu à la maison, j'ai continué parce qu'il faisait la demande. Voilà. Puis au bout d'un moment, il me faisait comprendre qu'en plus, en venant ici, il avait dû faire allusion aussi. Donc il faisait comprendre qu'il voulait les connaître, voir. Je lui ai dit, écoute, je vais essayer de me renseigner, mais alors en France, quelle galère. Ouh, c'est pareil, hein, c'est catastrophique. Hein. Donc avec Épinal, on a cherché où on pouvait le faire. Et du coup, en Suisse, ils le font, parce que c'est autorisé. Donc je suis passée par un organisme en Suisse, et puis on a fait les démarches, et on y a été. J'ai été là-bas en Suisse. Mais c'est très compliqué, et puis moi aller en Suisse et tout, c'est galère, quoi. Enfin, il l'a lu une fois, et ça lui a plu, il était content, justement. Ça lui a un peu trop plu, donc il voulait recommencer. Et moi je lui ai dit, t'es bien gentil, mais écoute, c'est trop de la galère, quoi. Je vais essayer de trouver, donc, un autre truc. Et là, je suis passée par une association, bon, c'est pareil. En France, c'est pas marqué, c'est pas dit que c'est association pour ça, hein, on est d'accord. C'est pour autre chose. Donc je les ai contactés. Il faut être abonné, hein, donc vous donnez 10 €, je crois, par an. Et après, vous vous envoyez un mail et ils vous envoient quelqu'un à la maison. Et je suis passée par cet organisme. Et on lui a refait, je l'ai fait 2 fois. Donc voilà. En plus, il se déplaçait à la maison. Donc... quel bonheur pour moi. C'est surtout ça, quoi. Hein, parce que c'est... Et en plus, on est tombé à chaque fois sur des personnes très bien. Parce qu'au départ, c'est simplement pour un contact. D'accord, c'est pas pour plus. Et c'est vrai que sans arrêt qu'on est tombé sur... Je suis tombée sur 2 personnes
elles ont fait découvrir vraiment tout. Donc elle était aux anges. Et moi aussi. Donc voilà. C'est vraiment qu'une histoire d'hommes et de femmes. C'est juste de la curiosité et des rencontres. C'est juste sortir. En fait, le mot handicap, c'est le seul frein à la vie normale. Ce qu'on fait naturellement pour les autres, du moment où on place le handicap devant, c'est comme si on nous mettait un brouilleur d'ondes et on ne sait plus réfléchir. Du moment où on arrive à sortir de ça et à remettre les faits et faire des actions en face de faits, c'est quand même vachement plus facile. Et ça permet surtout de vivre une vie normale en dehors de ce vilain mot. C'est pas, si je prenais une image, c'est pas plus grave que d'être blond, brun, avec les yeux bleus, petit ou grand. C'est autre chose, c'est une autre différence. Si on sort ça, si on oublie ce mot-là, et qu'on met juste des faits et des actions, c'est beaucoup plus simple.